tous, mon nom est Hélène Gavrilovic, je suis assistante de recherche au laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal. Pour la webconférence d'aujourd'hui, nous accueillerons Maître Sarrazin, avocate associée de Sarrazin Plourde. La conférence portera sur l'assermentation par des moyens technologiques. Je donne ainsi la parole à Maître Sarrazin. Merci énormément de l'invitation. Je suis très heureuse de collaborer avec le laboratoire de cyberjustice qui appuie le virage numérique que le monde de la justice fait de façon accélérée, en tout cas dans les derniers mois. Pour parler de l'assermentation technologique ce matin. Chez Sarrazin Plourde, nous nous intéressons depuis plusieurs années à intégrer dans notre pratique au quotidien des moyens technologiques dans le but d'assurer l'accessibilité à la justice, que ce soit en rendant des services plus efficacement, à moindre coût ou en aidant les tribunaux et conseils de discipline pour ma part, parce que ma pratique est en grande partie devant les conseils de discipline d'ordre professionnel, à procéder à des auditions sans papier. On a dans chaque épreuve, il y a un bon côté. Nous nous sommes concentrés depuis le début de la pandémie à voir le bon côté des choses et à tenter d'appuyer le virage accéléré à la vitesse grand V, le virage numérique que le monde de la justice doit faire. Et on s'est attardé à être prêt à procéder à la préparation de procédures sur support technologique et à des auditions virtuelles. J'ai eu la chance dans les 2 dernières semaines de faire 3 jours d'audition sur des plateformes numériques, dont avec des témoins, des auditions contestées où des témoins étaient interrogés. Et je confirme que ça se passe tout à fait bien. On a beau être loin dans nos bureaux à la maison, on se croirait dans une salle d'audition où un procès procède. Mais avant de se rendre à faire des procès, on a besoin de procédures sur support technologique et parfois d'assermenter le signataire de la déclaration assermentée jointe à la procédure ou encore le syndic qui dépose une plainte disciplinaire. Et donc, on s'est penché sur la façon de procéder à cette assermentation-là. Alors, c'est le fruit de nos réflexions, de nos tentatives que je vous livrerai aujourd'hui. Je vais donc procéder au partage d'écran à ma présentation. Est-ce que ça fonctionne cette fois-ci? Oui, ça fonctionne. D'accord. Alors, et quand ce genre de choses-là arrive, je me dis, on est souvent moins indulgent avec la technologie qu'avec le papier. Pour les avocats plaideurs, remémorez-vous depuis le début de votre pratique combien de temps vous avez attendu dans une salle du palais de justice qu'on trouve le dossier papier dans le palais de justice pour pouvoir procéder. Alors, je continue. Je disais que je vais d'abord parler un peu du document sur support technologique, de la signature électronique, qui sont 2 éléments dont on aura besoin pour procéder à une assermentation électronique ou une assermentation à distance. Je reparlerai de 2 initiatives en cours en termes de dépôt électronique et finalement quelques conseils pour être en mesure de mouvoir nos dossiers judiciaires sans papier et tenir des auditions virtuelles intéressantes en termes documentaires d'ici à ce que de nouveaux supports nous soient offerts. Donc, et d'ailleurs, je m'excuse, là, il y a une coquille, il y a un article qui n'a pas été ajouté. Là, je m'assurerai que ce soit fait dans la version qui sera rendue disponible. Donc, le document sur support technologique part du principe de neutralité des supports qui a été introduit dans notre législation au début des années 2000 par l'adoption de la loi cadre sur la loi cadre sur les technologies de l'information, où on est venu briser le moule à l'effet qu'un écrit était toujours tenu d'être consigné sur un support papier. Donc, on reconnaît depuis plus de 20 ans le fait qu'un document peut être supporté par le support papier, certes, mais par tout autre support technologique. Reste à savoir si les mentalités ont suivi, mais la réalité, c'est que c'est possible depuis plus de 20 ans qu'un écrit soit consigné sur un support technologique. Ce
qui est important lorsqu'on utilise un support technologique, c'est que ce support permet d'assurer l'intégrité de l'information ou du contenu du document. On reconnaît que la forme PDF-A assure l'intégrité de cette information. Par ailleurs, quand on parle d'une procédure, d'un contrat, de tout autre document qui doit être signé, c'est la signature du document qui va dicter la forme du support sur lequel le document va être contenu. En effet, lorsqu'on signe un document sur support technologique à l'aide d'une signature électronique, nous avons l'original du document sur support technologique. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que lorsqu'on l'imprime, on procède à un transfert de support et donc il faut attester le fait que ce transfert est fait de façon conforme et que la nouvelle version, la copie conforme, est conforme à l'original. Dans le cas de la fermentation qu'on verra tout à l'heure, il faut tenter de s'éloigner, de recevoir un document par courriel, de l'imprimer, de le signer à la main, de le renumériser et de le renvoyer par courriel au commissaire à la fermentation qui procéderait de la même façon à imprimer, signer, numériser, parce que vous aurez compris qu'on a de multiples transferts de support à chacune des étapes, un qui sont inutiles et deux qui vont venir altérer le caractère original du document et ils vont compliquer la démonstration de la chaîne de possession. Donc, l'idée est de procéder à toutes ces étapes-là sur un seul et unique support, soit le support technologique. C'est la même chose pour les procédures, c'est la même chose pour les contrats. Hein. Dans les dernières années, on ajoutait des clauses à la fin de nos contrats qui disaient que les pages signatures pouvaient être la signature du document pouvait constituer en l'assemblage de plusieurs blocs signatures qui étaient réunis ensemble et numérisés, mais je pense qu'il faut se détacher de ces processus-là qui s'attachent d'abord au papier et qui provoquent de multiples transferts de support. On n'a qu'à se dire, si on tient à se le dire, que les parties ont convenu que l'original du contrat serait sur support technologique et s'assurer que chacun des participants signe à l'aide d'une signature le document et nous avons à ce moment-là un véritable contrat dont la version originale est sur support technologique. Quant à la signature électronique, hein, on sait la signature, nonobstant ce que nos réflexes nous enseignent, n'oblige pas d'être l'écriture de son nom usuelle à l'aide d'un crayon sur un bout de papier. Encore là, il faut se détacher de ces réflexes qu'on peut avoir, qui est un peu centré sur le papier. Hein. Le papier a été utile pendant bien des millénaires pour consigner un écrit parce que le papier était la meilleure façon qu'on avait d'assurer l'intégrité du contenu que contenait le document. Hein? Puis c'est pour ça que les documents les plus importants, on les confie à un notaire dans son greffe qu'il a la responsabilité de garder. Mais ce n'était que parce que c'était la meilleure technologie technique qui existait à l'époque. Il faut réaliser que maintenant, on a toute une panoplie d'outils à notre portée et il est toujours intéressant de revisiter la définition d'une signature prévue au Code civil du Québec qui précise que la signature, en fait, est la position que fait une personne de son nom ou d'une marque. Hein, certains d'entre eux, on a peut-être des grands-parents, arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents qui étaient illettrés et qui signaient en faisant un X, et c'était tout à fait valable, qui est utilisé couramment pour manifester son consentement. Hein. Quand on signe une déclaration, on atteste notre consentement ou notre accord au fait que le contenu relaté dans le document est véritable. Quand on pense aux règles de preuve, c'est un peu pour cette raison qu'on fait
toujours l'interdiction du oui-dire nous empêche de relater ce que quelqu'un nous a relaté et que si on veut prouver la véracité d'une déclaration qu'un document contient, on fait reconnaître à son auteur qu'il en est bien l'auteur et s'il l'avait signé, que c'est bien sa signature. Donc, c'est à ça que sert la signature. C'est une marque pour manifester son consentement avec le contenu du document. Et le droit québécois souhaite faire preuve de souplesse dans l'interprétation de ce qu'est une signature et à bon droit, parce que, comme je disais, on doit se détacher de ce rite. C'est sûr que c'est un rite qu'on a depuis des millénaires, mais que la signature n'est que le fait de signer avec un crayon sur un papier. Au contraire, cette manifestation du consentement peut se faire de bien des façons. Par exemple, une signature électronique peut être tout simplement le fait de dactylographier son nom à la fin d'un document. C'est ce qu'on fait quand on signe un courriel dans notre bloc signature et on parle alors d'une signature tapuscrite dont la validité a été reconnue par les tribunaux. Vous avez ici des références et c'est ce qui m'amène à rappeler qu'il faut aussi être prudent dans les autorisations qu'on fait à d'autres d'utiliser notre boîte courriel et notre signature courriel. C'est lorsque notre nom est au bas du courriel, la personne qui reçoit le courriel est en droit de présumer qu'on est en accord avec son contenu et donc on doit gérer notre signature électronique de la même façon qu'on gère notre signature manuscrite. Et être prudent à cet égard-là, ce n'est pas parce que notre signature est sur un courriel qu'elle a une moins grande valeur que celle qu'on apposerait au bas d'un contrat, par exemple, à l'aide d'un crayon sur un bout de papier. La signature électronique peut aussi être l'image de la signature réelle qu'on a, là, numériser notre signature. On peut aussi signer à l'aide de la souris, d'un stylet, d'un doigt ou aller dans une signature plus pas contraignante, mais présentant un niveau supérieur de complexité qui est la signature numérique, qui utilise alors les technologies pour venir attester que c'est la signature de la bonne personne. Mais à ce sujet-là, encore là, pour procéder à la reprogrammation qu'on doit faire sur notre conception de la signature, on entend souvent des objections en disant, mais si j'ai ma signature électronique, l'image de ma signature qu'on appose sur un document, n'importe qui va pouvoir l'utiliser. Je vais faciliter les faussaires à utiliser ma signature. Mais encore là, il faut réaliser que n'importe quel document papier qu'on laisse traîner, qui a notre signature, quelqu'un peut le prendre et le numériser. Puis je peux vous parler d'expérience. Ça nous est arrivé au cabinet que quelqu'un a visiblement intercepté un document qui avait été signé, a copié la signature et il l'a apposé sur un faux chèque qu'on a pu arrêter en temps utile grâce à la vigilance de l'institution financière, mais ça peut arriver même si on n'utilise pas de signature électronique parce que la pratique que nous avons actuellement, de toute façon, de numériser les lettres qu'on s'envoie entre confrères pour les attacher à un courriel et se l'envoyer, envoie notre signature dans le cyberespace de toute façon. Et donc, ce risque-là, on le courait depuis le début. Il ne faut pas s'arrêter avec cet élément-là. Quant à la signature électronique règle en partie le problème de la copie, mais vient surtout faciliter le lien entre la signature et son auteur. Mais encore là, ce n'est pas nécessaire. Et si actuellement, on doit faire un virage rapide, on peut procéder, vous allez le voir, on va vous le montrer tout à l'heure, avec un logiciel Adobe, par exemple, ou votre tablette et un stylet, sans problème. Quelles conditions doit remplir la signature électronique pour être valable? Donc, elle doit tout simplement permettre l'identification de son auteur. Le moyen utilisé doit permettre d'établir le lien entre la personne et le document.
et l'intégrité du document sur lequel est apposée la signature doit être assurée. C'est pour ça que c'est vrai sur une feuille de papier, hein, parce que quand on signe, on voit, mais c'est aussi vrai sur un document technologique. Quels sont les avantages de procéder avec une signature électronique? Eh bien, il y a certainement le fait, comme j'illustrais tout à l'heure, d'éviter les transferts de support inutiles en imprimant, signant, renumérisant un document, parce qu'effectivement, l'impression d'un document sur support technologique constitue un transfert de support qui détruit de l'information liée aux métadonnées et qui, de toute façon, doit être documentée à chaque étape. Donc, imaginez l'affidavit de transfert qui doit être joint à une déclaration qui est imprimée, signée, renumérisée, transférée, bon, etc. Donc, l'avantage de la signature électronique est réellement à ce niveau-là. Une bonne pratique qu'on peut peut-être suggérer, par contre, est d'indiquer dans le bloc signature que la signature a été apposée par un moyen technologique, ce qui pourra éviter toute ambiguïté par la suite et viendra, puisque c'est une déclaration contemporaine aux événements, à la signature, on n'aura pas à se rappeler sous quelle forme a été faite la signature. Maintenant, si nous plongeons dans le vif du sujet, soit l'assermentation électronique ou l'assermentation à distance. Quoi qu'il est important de faire un retour en arrière et de réaliser que quel était le cadre juridique pré-COVID-19 et conclure que le cadre juridique pré-COVID est exactement le même que celui qui prévaut actuellement. C'est-à-dire que le principe de neutralité des supports s'applique à la déclaration assermentée. Il est nommément prévu ou nommé à l'article 106 du Code de procédure civile où on dit une déclaration assermentée sous quelque forme qu'elle soit, blablabla. Donc, il n'y avait pas d'interdiction avant ou il n'y avait pas de requis qu'une déclaration assermentée soit sur papier. On avait appliqué le principe de la neutralité des supports à la déclaration assermentée. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la signature par moyen technologique est possible. La définition que donne le Code civil du Québec de la signature n'empêche aucunement que cette marque soit apposée par un moyen technologique. Maintenant, quant à la prestation du serment, parce que ça a été mon sujet, ma grande découverte. Je m'étais jamais vraiment intéressée à ça avant, mais c'est quoi le fondement juridique du pouvoir des commissaires à l'assermentation et que leur exige-t-on pour assermenter une personne? Eh bien, j'ai été surprise de réaliser que tout ce qu'on trouve, puis si j'en ai manqué, je serais bien heureuse que quelqu'un me le signifie, mais c'est que les articles 214 et 215 de la loi sur les tribunaux judiciaires mentionnent que le ministre de la Justice peut nommer autant de commissaires à l'assermentation qu'il croit nécessaire de nommer pour couvrir l'ensemble du territoire québécois. Et le règlement sur les commissaires à la prestation de serment ne fait que préciser comment la ministre les nomme. Mais je n'ai trouvé aucun texte législatif qui précise les conditions dans lesquelles une assermentation doit être faite. Donc, il n'y a aucun encadrement législatif ou réglementaire sur la prestation de serment, ce qui me fait dire qu'avant la COVID, nous avions tout à fait le droit de procéder à une assermentation à distance ou électronique si certaines conditions étaient remplies, bien entendu, mais c'est une autre manifestation du décalage entre le cadre juridique et les mentalités que la COVID et l'actuel confinement nous permet de décloisonner, de faire éclater. Parce que ce qui s'est passé depuis la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et le confinement proclamé par le gouvernement, c'est qu'on a tout simplement reconnu que l'assermentation à distance était possible. Il y a eu un communiqué émis par le ministère de la Justice qui précise certaines règles, mais il n'a fallu procéder à aucune modification législative,
aucune modification réglementaire, il n'y a aucun décret qui a été adopté pour formaliser l'existence ou la possibilité d'assermenter à distance. C'est ça qu'il faut réaliser. Ce qui est venu faire, c'est tout simplement approuver cette réalité par le ministère de la Justice et en donnant certaines directives. Le communiqué du ministère là, parle que la signature doit permettre d'identifier les signataires et la manifestation de leur consentement. Donc, permettre d'identifier les signataires, c'est déjà quelque chose de prévu à la loi cadre sur les technologies de l'information. Et la manifestation de leur consentement et la définition même de la signature au Code civil, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Le déclarant et le commissaire doivent se voir et s'entendre simultanément. Ça va de soi si on veut confirmer qu'une personne a véritablement posé sa signature et manifesté, on doit pouvoir se voir en tout temps. D'ailleurs, tout ce que le site relatif au commissaire à l'assermentation précise, c'est qu'une assermentation par téléphone n'est pas permise. Ça, on peut comprendre parce qu'on ne peut pas voir la personne. Donc, le déclarant et le commissaire doivent pouvoir voir le document parce que la commissaire atteste de l'intégrité du document en tant que tel, non pas de la véracité du contenu, mais du document en tant que tel. Puis l'intégrité et la confidentialité du document et du processus d'assermentation doit être assurée. Encore là, ce sont des principes qu'on retrouve dans la loi cadre sur le cadre juridique sur les technologies de l'information. Donc, ce n'est qu'une reconnaissance pour nous inciter à utiliser que le communiqué du ministère de la Justice a provoqué. Donc, si on y va sur le comment, parce que c'est beaucoup des questions qui me sont posées et on a pris du temps au cabinet pour y réfléchir, voir comment on allait faire. Hein, on construit l'avion en vol, première plainte à signer, comment on fait ça? D'abord, hein, je pense que la base, c'est d'utiliser une plateforme fiable et sécuritaire. Donc, il y en a plein sur le marché, mais donc, il faut faire un petit audit de la plateforme qu'on compte utiliser. Avant la visioconférence, il faut s'assurer que le signataire a accès à une forme ou une autre de signature par moyen technologique et que la plateforme qu'on compte utiliser permet simultanément aux participants de se voir et le partage d'écran. Comme actuellement, on se voit, vous me voyez et vous voyez mon partage d'écran. Mais il faudra à ce moment-là voir la commissaire. Comme je vous disais tout à l'heure, Eliane, une collaboratrice à notre cabinet, va venir s'intégrer à la présentation. On va vous faire une démonstration en direct de la chose. Et le document, donc, sous format électronique en version PDF, doit être en possession du signataire du document. Donc, ce sont les prérequis, les choses à voir concernant la visioconférence et avant la visioconférence. Maintenant, quant au signataire, alors, le signataire doit d'abord démarrer la visioconférence, ça va de soi, on s'assure qu'on se voit et procéder au partage de son écran de façon à ce que le commissaire voit le document et le signataire simultanément, que le commissaire le commissaire puisse faire prêter serment au signataire et que le signataire signe le document électroniquement et que le commissaire puisse voir toutes ces étapes. Ensuite, on peut transférer le document signé par un moyen technologique, le courriel, ou encore, si on se partage un nuage sécurisé, on peut tout simplement enregistrer le document dans le nuage et le commissaire ira l'ouvrir à son tour. Donc, peut-être une suggestion, donc pour le bloc signature, ce qu'on vous recommande, c'est d'ajouter la mention par un moyen technologique, comme on voit sur l'image à l'écran. Et pour les cabinets qui ont des modèles types, l'avantage de cette façon de l'inscrire fait en sorte qu'on peut tout simplement mettre en jaune par moyen technologique puis avoir exactement le même modèle quand on a un document sur support papier, on enlève par moyen technologique. Et si on signe électroniquement, on n'oublie pas d'ajouter la mention.
Puis on poursuit dans la marche à suivre. Donc, le commissaire à l'assermentation reçoit le document. Donc, il reçoit le document signé. Il ne change pas son support pour assurer l'intégrité et le caractère original du document. Il procède à son tour à un partage d'écran. Donc, le commissaire fait reconnaître le document et la signature au signataire. Le commissaire signe ensuite électroniquement le document et il transmet, en fait, avant de transmettre, je m'excuse pour inverser, le commissaire applique ensuite les règles de sécurité nécessaires au document pour assurer l'intégrité du document et il peut retransmettre à ce moment-là l'original du document sur support technologique au signataire qui fera ce qu'il a à faire avec son document. Quant au bloc signature, bien, la même bonne pratique est suggérée pour le bloc signature du commissaire à l'assermentation où on vous propose d'ajouter par moyen technologique là, dans le bloc signature, le déclarer solennellement devant moi par moyen technologique à Montréal, blablabla. Et donc, vous avez un document assermenté sur support technologique. On pourrait donc y aller d'une démonstration, si on peut ouvrir la caméra de Madame Lévesque-Gourdeau, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour! Alors, je vais reprocéder à un partage d'écran. Alors, nous avons donc ici un document fictif. Donc, je demande à Mme Lévesque-Gourdeau, qui est commissaire à l'assermentation, de bien vouloir procéder à mon assermentation pour la signature de ce document. C'est un test. Parfait. Donc, Maître Sarrazin, vous déclarez solennellement que tout ce qui est énoncé dans le présent document est la vérité. Dites, je l'affirme solennellement. Je l'affirme solennellement. Parfait. Et donc, je procède à la signature du document et par la magie de Disney, là, vous allez voir que Mme Gourdeau va recevoir un document. Alors, j'envoie une déclaration assermentée à Mme Lévesque-Gourdeau. Oui, donc moi, je viens de la recevoir. Ensuite, je vais partager mon écran avec vous. J'ouvre le document, devrait être signé, et je dois demander à Maître Sarrazin si c'est bien sa signature. Donc, vous reconnaissez votre signature, Maître Sarrazin? Oui, tout à fait, c'est bien le document que je viens de signer. C'est parfait. Donc, c'est à mon tour de signer. Je vais juste... Donc, j'ai ajouté mon numéro de commissaire à l'assermentation. C'est important de l'ajouter à la signature. Donc, et voilà, vous êtes assermenté. Ensuite de ça, pour s'assurer que le document est bien protégé, il faut aller ajouter un mot de passe. Donc, j'irai dans Fichier, Propriété, Sécurité juste ici, Protection par mot de passe. Ce n'est pas nécessaire d'exiger un mot de passe pour l'ouverture, seulement restreindre la modification. Donc, oui, on peut autoriser l'impression, aucune modification. Et ensuite, je vous invite à inscrire un mot de passe et à le conserver pour vous en rappeler s'il y a lieu. Donc, voilà. Ensuite, on enregistre et c'est tout. L'assermentation est faite. Puis encore là, il y a peut-être d'autres façons d'assurer l'intégrité du contenu. Ce n'est qu'une suggestion qu'on vous fait. Si d'autres ont d'autres suggestions, on sera heureux de les entendre. Alors, merci beaucoup, Mme Lévesque-Gourdeau. Merci, bonne journée. Merci. Donc, si je reprends le partage d'écran de ma présentation, est-ce que ça apparaît bien à l'écran? On est revenu à ma présentation? Oui. Très bien, merci. Alors, comme vous voyez, c'est la façon donc de procéder à l'assermentation à distance. Là, je ne suis pas capable de changer les... ah, voilà, c'est bien. Donc, c'était l'assermentation technologique. Comme on disait tout à l'heure, des fois, on assermente un document en soi, mais souvent, l'assermentation va venir accompagner une procédure ou autre élément. Donc,
je me permets de poursuivre quelques minutes, peut-être pour ouvrir sur certaines perspectives afin qu'on profite des avancées faites dans les derniers mois pour prendre de nouvelles habitudes de mouvoir nos dossiers judiciaires sans papier et se préparer à des auditions virtuelles réussies. Donc, parce que comme on le sait, la Cour d'appel du Québec a instauré son projet pilote de dépôt électronique des déclarations d'appel de plein droit. Et donc, il est possible maintenant de produire, de préparer sa déclaration d'appel sur support technologique. Donc, je vais venir signer ma procédure électroniquement et mon original sera la copie électronique. Si j'en imprime une copie, ce sera la copie conforme. On a l'habitude de faire le contraire, il ne faut pas se tromper. Et il y a un arrêté ministériel adopté la semaine dernière qui a précisé que les palais de justice, les greffes des palais de justice qui étaient en mesure de le faire pouvaient procéder au dépôt, pouvaient accepter le dépôt des procédures sur support électronique. On n'a malheureusement pas eu le temps encore au cabinet de faire le tour des greffes pour savoir lesquelles les acceptaient, mais c'est certainement une information qu'on tentera d'obtenir dans les prochaines semaines. Parce qu'à tout événement, c'est important de se le rappeler dans nos dossiers quand une solution technologique permettrait de faciliter l'administration de la justice ou de procéder dans un procès, que le législateur a précisé à l'article 26.1 du Code de procédure civile qu'il y a lieu de privilégier tout moyen technologique approprié qui est disponible, tant pour les parties que par le tribunal, en tenant compte de l'environnement technologique. Et les commentaires de la ministre précisent que c'est même sans l'accord des parties qu'un moyen technologique peut être ordonné par le tribunal. Je ne pense pas qu'on est rendu là, mais je pense que c'est bon de se rappeler fréquemment cet article 26.1 à notre mémoire quand on est à la recherche de solutions pratiques. Donc, si ma procédure est sans papier, je suis assermentée et je veux faire éventuellement une audition virtuelle, bien, comment on fait pour mouvoir, pour faire avancer nos dossiers sans papier? Ça nous prend un cahier de pièces. Et ça nous prendra un cahier d'autorité pour plaider. Eh bien, j'aime toujours m'inspirer, moi, de la proposition qui est faite dans le règlement de la Cour du Québec à son article 19 sur les fonctionnalités que doit posséder un document sur support technologique utilisé à la Cour. Il doit permettre la recherche par mots-clés. Le document doit être muni d'un index contenant des hyperliens entre cet index et chacun des documents et la protection appropriée de l'intégrité des données. Concrètement, comment ça se fait, ça? C'est qu'on combine les documents en PDF-A, on programme des signets fort simplement et on procède à la reconnaissance optique des caractères, puis on met un niveau de sécurité dans notre document. Et donc, non seulement vous avez quelque chose d'équivalent au papier, mais vous avez un format qui est supérieur au papier parce que ce n'est pas possible de faire une recherche plein texte dans un document papier. Par ailleurs, notre fichier est automatiquement, chaque page est numérotée, ne serait-ce que par le logiciel lui-même, et on est capable de diriger les gens à la bonne page très simplement en les amenant à la page en question. Je vous dirais que la pratique, par ailleurs, nous a amené à mettre au haut de chaque page le numéro de la pièce au sein de laquelle est ce document, pour une raison bien simple, c'est que si on se perd dans le document ou si on souhaite attirer l'attention d'un témoin ou du tribunal sur une page en particulier de notre cahier de pièces, bien, il est à ce moment-là très simple de démontrer dans quelle pièce nous sommes à une page précise de celui-ci. Et c'est la même chose pour les cahiers d'autorité. Je pense qu'il faut être aussi indulgent avec nous là, dans les premières auditions sans papier ou électronique. On est habitué d'avoir des cahiers avec des onglets soulignés. Donc, si on peut faire ça dans un PDF, un cahier d'autorité souligné avec des onglets qui sont en fait les signets du fichier PDF. Et à ce moment-là, ça aide autant le tribunal que les plaideurs à se retrouver facilement dans
la jurisprudence. Alors, c'était les quelques éléments, je crois, là, rapidement donnés qui permettent de concevoir le processus judiciaire sans papier facilement. Quelques références. Nous avons au cabinet développé une marche à suivre avec images pour la sermentation technologique. Nous utilisons la plateforme Teams. Donc, vous avez vu dans le cadre de ce webinaire comment procéder via la plateforme Zoom que nous utilisons présentement. Et vous pourrez voir dans notre procédure qu'on a publiée sur notre site Internet comment procéder via la plateforme Teams. Vous savez certainement que le Barreau du Québec a publié un guide et tient à jour quotidiennement son site sur les nouvelles initiatives et que le CAIJ a aussi dédié une section à un dossier spécial sur la COVID-19. Alors, c'était ce que j'avais à vous dire ce matin. Maintenant, j'espère avoir gardé assez de temps pour les questions. Il me fera plaisir de répondre. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Ma collègue Guy, du laboratoire de cyberjustice aussi, a fait l'effort de monitorer les questions durant votre présentation, pour laquelle nous vous remercions. Donc, je laisse la parole à Guy pour reprendre les questions qui ont été posées par l'audience. Très bien. Oui, donc bonjour à tous. Nous avons plusieurs questions des participants. La première étant dans le bloc de signature, j'aimerais savoir si la personne qui se fait assermenter réside à l'étranger, par exemple aux États-Unis, alors que le commissaire à l'assermentation est au Canada. Est-ce qu'on doit écrire que l'assermentation a été faite au Canada ou aux États-Unis? Aux États-Unis. Il faut indiquer le lieu où le signataire a apposé sa signature. OK. Donc, c'est possible d'assermenter par visioconférence une partie qui est à l'extérieur du pays. On la voit. Si on la voit, oui. Mais le commissaire, lui, a juridiction sur le territoire du Québec. En fait, connaît sa juridiction. Il y en a qui ont juridiction pour assermenter à l'extérieur du Québec, mais à mon sens, là, puis écoutez, il n'y a pas de limite à procéder ainsi. OK, super. Donc, ensuite, vous avez mentionné plus tôt qu'il faut utiliser une plateforme fiable et sécuritaire pour l'assermentation à distance. Quelles sont ces règles de sécurité? Malheureusement, ça dépasse mes pauvres connaissances d'avocate. Je vous dirais que de vous tenir au courant des recommandations à cet égard-là. Je pense qu'on peut on a vu tous dans les journaux les difficultés qu'avait rencontrées la plateforme Zoom au début de la pandémie. Ça semble s'être stabilisé. La plateforme Teams appartient à Microsoft. Je vous dirais que malheureusement, c'était plutôt une invitation à faire un audit, bref, en tout cas d'un minimum de sécurité, de la même façon que si vous aviez une conversation confidentielle dans un endroit public, vous vous assureriez de ne pas être entendu par personne. Je pense que c'est juste des précautions à prendre, de vous assurer de prendre une plateforme qui va vous permettre de voir en tout temps qu'il n'y aura pas d'accroc en cours de processus. Merci. Ensuite, la prochaine question étant, est-ce que l'assermentation prévue au 3e alinéa de l'article 9 de la loi sur les commissions d'enquête peut être faite de la manière exposée dans la conférence, dont l'article 9 qui parle de la prestation de serment des témoins qui comparaissent lors des commissions d'enquête? Est-ce qu'on peut juste me redonner la référence parce que je n'ai pas par cœur cet Oui. article? Je peux toujours aller la voir sur Internet. 9. Là. Oui, c'est de la loi l'article sur les 9 commissions d'enquête? Oui, 3e alinéa. Pendant que je cherche, là, je ne sais pas si c'est la prestation d'une déclaration ou si c'est la prestation du serment au moment où elle va témoigner devant les commissaires. C'est au moment où elle témoigne. C'est ça. Ben, je vais aller voir, là, mais je vous dirais que jusqu'à maintenant, les auditions, moi, que j'ai pu tenir virtuellement, les témoins étaient assermentés virtuellement. Sans problème. Puis encore là, sur les commissions d'enquête, je m'excuse. Je sais aussi que, puis je n'ai pas encore réussi à mettre la main, mais il semble qu'en Colombie-Britannique, on ait adapté la prestation de serment aussi au fait que ce soit à distance
et qu'on n'est pas en mesure de voir l'environnement du témoin. Pour ma part, ce que j'ai fait dans mes dernières auditions, c'est que j'ai adapté le début de mon interrogatoire. J'ai ajouté des questions que je ne pose pas habituellement, comme on voit que vous êtes dans une pièce, vous êtes à votre résidence. Oui. Est-ce que quelqu'un est dans la pièce avec vous en ce moment? Non. Pouvez-vous identifier les documents ou l'information qui est à votre portée devant vous? Parce que souvent, on est prêt, hein? On ne voit pas le bureau, comme c'est le cas dans le cadre d'un interrogatoire en salle. Donc, je pense que c'est de réfléchir à ces questions supplémentaires-là, puis il y en a peut-être d'autres à poser aux témoins pour asseoir la fiabilité de son témoignage et le fait qu'il témoigne librement et simplement à partir de sa mémoire, ou que s'il témoigne à partir d'un document qui est devant lui, que toutes les parties auront l'occasion d'accéder à ce document-là. Donc, quand on dit que ces personnes doivent comparaître et répondre à toutes les questions qui leur sont posées, écoutez, j'ai un petit peu discuté à aller voir rapidement si comparaître, c'est nécessairement en personne, mais j'aurais tendance à dire si le témoignage à distance est possible. Normalement, le Code civil doit compléter, le Code de procédure civile doit compléter l'interprétation de la loi sur les commissions d'enquête. Donc, l'article 26.1 permet l'utilisation des moyens technologiques pour procéder. Et la comparution n'est pas nécessairement en personne. Et à ce moment-là, la prestation de serment, dans la mesure où on voit la personne au moment où elle le fait et que la personne qui fait prêter serment voit la personne en temps de serment. Je ne vois pas d'embûche particulier, mais vous comprendrez que, bon, j'ai tenté, là, mais en fait, je ne suis pas capable d'aller regarder plus avant dans la loi sur la commission, mais je vous dirais que ce serait le raisonnement que je suivrais pour répondre de façon certaine à la question. Merci beaucoup. Je reviens juste à la question d'avant parce que j'ai reçu une nouvelle question qui dit donc qu'il voulait avoir une confirmation à l'effet que si le commissaire est au Québec, il ne pourrait pas assermenter quelqu'un qui est en France parce qu'il n'a pas de juridiction en France. Est-ce bien cela? Écoutez, je préfère ne pas avancer là, dans cette question-là. Pour l'instant, je dois admettre que nous, on s'est concentré sur la sermentation de 2 personnes qui sont sur le territoire québécois. Et ça me fera plaisir de regarder la question après s'il le faut. Et de toute façon, mes coordonnées sont disponibles sur le web. Si le participant qui pose la question ensuite poursuivre la discussion en me laissant un peu de temps pour fouiller, ça va me faire plaisir de le faire. Mais je pense qu'à ce stade-ci, je préférerais pas m'aventurer plus loin sur cette question. OK. Donc, on a reçu plusieurs questions à l'effet que, donc, comment est-ce que, par rapport au mode de transmission du document signé au commissaire à la sermentation, donc c'est par courriel ou fichier partagé en réseau? Oui, en réseau ou à l'aide d'un nuage? Oui. Donc, par rapport à votre démonstration, le document partagé et le PDF d'aperçu en Mac, ce logiciel n'est-il pas suffisant pour signer tel que vous le mentionnez en tapant son nom? Est-ce qu'on peut simplement signer en tapant son nom sur le PDF? Oui, tout à fait. Mais comme je vous ai dit, ce n'était pas aperçu par Mac que je voulais vous montrer, mais Adobe Acrobat DC, là. C'est pour ça que je n'arrivais pas à signer. Mais effectivement, on peut tout simplement taper son nom. Et il faut juste éventuellement arriver à mettre le niveau de sécurité nécessaire pour assurer l'intégrité du document. Puis encore là, tu sais, les limites, je peux malheureusement pas donner de conseils technologiques. On vous a fait part de nous, la solution qu'on avait trouvée, mais à un moment donné, chaque avocat a aussi accès à ces spécialistes technologiques là, pour arriver à cette conclusion-là que le logiciel, mais je ne me suis pas penchée sur aperçu sur Macintosh jusqu'à maintenant. OK. Ensuite, avez-vous des suggestions pour la sermentation des pièces jointes à l'affidavit? Je pense qu'il faut tout simplement les joindre à l'affidavit, c'est-à-dire que soit au moment de la sermentation, soit elles sont carrément dans le même fichier, hein, et auquel cas, mon fichier Acrobat, dans son arborescence, j'aurai la déclaration assermentée et un lien vers chacune des pièces. Et la commissaire à la sermentation ou le commissaire à la sermentation pourra adapter sa prestation de serment comme il le fait
en place, c'est que si vous déclarez que tout est vrai, ce document, ben, si le document réfère à des pièces, c'est incluant les pièces mentionnées. Ça peut être soit dans la prestation du serment qu'on adapte la façon de le faire ou ça va de soi, mais ce qui compte, c'est que tout soit ensemble. Quand on fait signer sur papier, les pièces sont à côté, mais c'est de s'assurer d'assurer l'intégrité de l'ensemble du document. Merci. Ensuite, comment procéder si le témoin n'est pas en mesure de signer le document électroniquement? Donc, ben, je pense qu'il faut trouver une façon pour que le témoin puisse signer électroniquement. c'est pas possible d'avoir une signature manuscrite, hein? Même si ben, à ce moment-là, c'est qu'on procède à des transferts de support qu'il faut documenter. Donc, il faut que la personne qui a le document, en fait, faut voir d'où on parle. Est-ce qu'on parle du fichier Word ou une fois qu'il est sorti de l'imprimante, là? Mais donc, le document est signé et quand je le numérise, je procède à un transfert de support que je dois documenter, puis qui devrait être joint avec la numérisation du document signé qui est transmis au commissaire à la sermentation. Mais encore là, vous savez, ça serait quand même assez surprenant avec tout ce qui existe comme possibilité, là. On peut signer avec notre doigt sur notre téléphone maintenant. On peut télécharger, il y a une version d'essai gratuite d'Acrobat, etc. Je pense que pour éviter ce transfert de support-là, si on n'a pas accès à une signature électronique, est-ce qu'on a vraiment accès à un scan, à un numérisateur? Je pense qu'il y a toutes sortes de façons de le faire. Il y aura lieu aussi peut-être de s'équiper dans les prochains mois plus simplement. Il y a plein de solutions qui existent aussi pour inviter quelqu'un à signer un document avec une procédure simple, mais je pense que minimalement, il faut s'assurer, il faut trouver une façon pour que la personne appose sa signature, ne serait-ce que tapuscrite sur le document dans Word avant de le transformer en PDF ou autre truc, ou autre format qui assure l'intégrité du document. Merci. Ensuite, la prochaine question. Je me demande si lorsque j'appose ma signature, dois-je partager mon écran pour que le commissaire me voie apposer la signature ou on doit seulement se voir le visage et je lui transmets le document par courriel une fois signé? Oui. Bien, écoutez, on peut le reconnaître, mais je pense qu'il est important de voir le document et de voir que c'est bien cette personne-là qui appose la signature, comme on le verrait en personne. Et les plateformes Zoom et Teams permettent, comme on l'a vu, de faire le partage d'écran au moment de la signature et de se voir. Je pense que c'est ce que vous aviez mentionné, qu'il fallait qu'on voit et la vidéo de l'autre personne et son écran en même temps. Oui, puis vous savez, même Zoom est gratuit, là, donc c'est très accessible d'avoir accès à une plateforme dont il est possible d'utiliser ces fonctionnalités-là. Oui. Ensuite, une autre question un peu technique. Est-ce possible d'apposer mon numéro de commissaire à côté de ma signature manuscrite à l'aide de mon sceau au lieu de le marquer à la main? Le tout numérisé et sauvegardé dans mon bloc de signature. Ça, je ne connais pas les règles qui sont attachées à votre sceau. Malheureusement, c'est un élément là, que j'ai pas. Nous, la décision qu'on a prise au cabinet, c'est que les commissaires mettent leur numéro comme c'est possible de le faire. C'est quelque chose sur lequel on compte s'attarder dans les prochaines semaines, mais souvent, les entreprises qui font les sceaux apposent des conditions à l'utilisation de ce sceau-là. Notamment, si on voit les ingénieurs ont obligatoirement un sceau électronique. Là. Je ne crois pas qu'ils peuvent garder une copie numérisée de leur sceau dans leur ordinateur. Alors, j'irai avec circonspection là, avant de procéder ainsi et je me référais aux règles qui m'ont été communiquées au moment où j'ai fait faire mon sceau ou qu'on m'a transmis mon sceau. OK. Merci. Si jamais on trouve la réponse, on l'ajoutera probablement à notre marche à suivre qui est publiée sur notre site Internet. Oui. Ensuite, je pense qu'il y a une autre question qui est à savoir, auriez-vous un exemple d'une table des matières ou un texte en Adobe PDF-A?
oui. Sauf que ça n'a pas fonctionné tantôt. Attendez, il faut que je regarde sur le bureau de mon ordinateur. Donnez-moi juste un instant. Il faut juste que je m'assure que c'est un dossier qui a procédé, là, déjà, et que les documents sont publics. Ah, voilà. Ben, regardez, j'ai trouvé un cahier d'autorité. Ça va être plus simple pour des questions de secret professionnel et tout, là. Mais c'est la même chose. Donc, est-ce que vous le voyez? Oui. Donc, vous voyez, j'ai mon fichier PDF, ma décision que j'ai téléchargée de Sokige. Et on est venu apposer un signet dans la barre à droite. Et dans ce document, il est aussi possible de faire une recherche plein texte. Donc, c'est tout simplement ça, un cahier d'autorité ou un cahier de pièces électronique. J'espère que ça a répondu à la question. Oui, merci. Ensuite, donc je pense que pour tous ceux qui posent des questions sur l'assermentation à distance pour les gens qui sont dans l'extérieur du pays, on les invite à contacter directement Maître Sarrazin. C'est bien ça? Oui, après la conférence. Oui. Ensuite, je pense qu'on a d'autres questions. Juste un instant. Oui. Donc, quels sont les logiciels et plateformes nécessaires pour pouvoir faire assermentation électronique? Et les audiences virtuelles, si on commence avec rien. Avec rien, en fait, nous, ce qu'on utilise au cabinet pour faire nos cahiers de pièces et cahiers d'autorité et signés, c'est Adobe. Je sais que Nuance fait la même chose, mais c'est un logiciel de cette nature-là. Et comme plateforme, moi, depuis 3 mois, j'utilise Teams et Zoom. Ce que j'ai remarqué, les conseils de discipline ont majoritairement adopté la plateforme Teams de Microsoft, qui permet aussi de créer des chambres protégées de documents par lesquelles on peut s'échanger les documents, où on peut rendre disponibles nos cahiers de pièces et autres éléments au conseil de discipline. Donc, je pense que c'est ce qui a permis le plus rapidement possible de mettre sur pied des auditions virtuelles dans un format convenable. Merci. Ensuite, une autre question. La même procédure s'applique pour une assermentation par un avocat. Oui. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Oui. OK. Ensuite. Puis ce qu'il faut réaliser, c'est que la même procédure s'appliquerait aussi si on était dans la même pièce, mais qu'on voulait créer une procédure sur support technologique. Donc, peut-être qu'on se passerait la tablette ou qu'on viendrait simultanément devant l'ordinateur pour procéder à la signature électronique, mais si on veut, même après le confinement, produire faire procéder au dépôt électronique de procédure, il faut que notre procédure, l'original, soit sur support technologique et donc que l'on procède à la signature de ces procédures et des déclarations assermentées qui y sont jointes et sur le même support, donc électroniquement. C'est un peu je reboucle la boucle avec le début de ma présentation. Je pense qu'on fait tout ça pour s'adapter à la situation actuelle, mais on doit tirer des leçons et bâtir des acquis pour le futur. Et donc, on ne le ferait pas à distance, mais l'assermentation par moyen technologique pour la création d'un document technologique va rester possible, même si on est dans la même pièce. Oui. Donc, par analogie, nous pouvons recevoir des signatures des administrateurs actionnaires sur des résolutions corporatives. Oui. Bien, à moins que les règlements de la société l'interdisent, mais à ma connaissance, la loi sur les sociétés par action, normalement, le même principe de neutralité des supports aurait dû y être intégré. C'est sûr que le législateur a fait certains choix d'exiger l'écrit
à certains moments, là. Puis, je vous avoue que je ne suis pas une spécialiste de la loi sur les sociétés par action, mais normalement, à moins que le législateur ait spécifiquement précisé que le document doit être sur support papier, le principe de la neutralité des supports s'applique. Merci. Ensuite, Pardon. Oui. Donc, une autre question pour l'OCR. Donc, est-ce que l'OCR peut-il être ajouté par la partie qui reçoit le cahier des pièces si l'OCR n'a pas été mis lors de l'envoi? Ça dépend du niveau de sécurité qu'on a mis dans le document. OK. D'après ce que j'en sais. Ensuite, je pense que c'est une dernière question. Je ne sais pas si vous serez en mesure de répondre là. Comment procéder à la signification des procédures électroniques? Bien, écoutez, premièrement, il est toujours possible de demander l'autorisation de procéder par signification électronique. Donc, en tout temps. Ça, c'était possible même avant la pandémie. Là, ça a été nommément autorisé. En fait, on n'a plus besoin de demander l'autorisation tant que l'état d'urgence sanitaire va être en vigueur. Ceci étant, et je sais que certains cabinets d'huissiers ont développé des plateformes pour permettre le dépôt de procédures électroniques et les huissiers en assurent la signification par moyen technologique. Merci. Ce qui fait le tour des questions. Donc, je cède la parole à ma collègue Hélène. Je ne sais pas si elle a d'autres choses à ajouter. À vous remercier. Voilà, pour conclure, j'aimerais remercier notre conférencière, mais aussi l'intervention de sa collègue, et qui ont donné leur temps, même dans une période où je suis sûre que leurs horaires sont très chargés, pour accepter notre invitation et donner cette web conférence qui était très intéressante et enrichissante. J'aimerais aussi remercier le public pour leur participation et pour toutes leurs questions. Et je vous invite à vous joindre à nous le lundi 8 juin à 14h pour notre web entretien avec Maître Gondin, bâtonnier du Québec, et Monsieur le juge Samson, juge à la Cour supérieure du Québec, conférence qui portera sur un retour d'expérience sur les audiences virtuelles en temps de pandémie. On espère vous y voir en grand nombre. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Merci à tous, bonne fin de journée et encore merci à vous, Maître Sarrazin. Merci de l'invitation.